Merci. Je remercie les organisateurs, le docteur Khayat et le modérateur. Moi, je ne suis pas là pour attiser la querelle. Voilà, je voudrais, comme on me l'a demandé, vous parler un petit peu du rôle du pédiatre dans la prise en charge de l'asthme de l'enfant ou dans le suivi de l'asthme. Tout d'abord, vous montrer des choses que vous connaissez, c'est-à-dire la distribution de l'asthme dans les pays du monde. Nous sommes à la bordure de là où c'est amplifié. On est là, donc on a quand même un nombre d'asthmatiques qui est non négligeable. Ça, sont les statistiques tirées de l'ISAC, du dernier rapport de l'ISAC. Et on voit ici que nos pourcentages d'asthme sévère ne sont pas négligeables non plus. On est là, entre le bleu et le rouge. Nous avons pas mal d'asthme sévère. Et je rappelle que ces statistiques sont faites sur des populations d'enfants d'âge scolaire entre l'âge de 13 et 14 ans. Toujours selon la même étude, mais un peu plus ancienne, pour situer un peu le problème de l'asthme chez les enfants libanais. Donc c'est une étude qui a été faite par nos collègues pneumologues d'adultes et chez les enfants, et qui montre que le Liban se situe en bonne position, si on peut dire bonne, dans la liste des pays qui sont nantis par la maladie asthmatique. Donc c'est un problème qui concerne le Liban et concerne les enfants libanais de manière assez importante. Je ne voudrais pas que vous regardiez tous les détails de cette diapo, mais pour vous montrer un peu les chiffres de ce rapport qui concerne le Liban en particulier, qui parle de l'incidence et de la prévalence de l'asthme. Je montre en plus grand ce qui concerne l'asthme, et parce que les autres concernaient aussi les autres maladies allergiques, pour vous dire que, en fin de compte, si on s'intéresse aux symptômes, il y a beaucoup d'enfants qui ont un des symptômes principaux de l'asthme. Ça s'évalue à 23%. Cela dit, ça peut être autre chose que de l'asthme. Et il y a beaucoup d'enfants qui ont été diagnostiqués, un grand pourcentage d'enfants diagnostiqués comme ayant eu un asthme, un vrai asthme. Là, ce n'est plus uniquement que le symptôme. Et donc, c'est quand même un pourcentage assez important. Et si on s'intéresse au questionnaire délivré aux enfants, non plus oral comme la première diapo, mais le questionnaire vidéo après avoir visualisé ce que c'était les symptômes de l'asthme, là, les chiffres tombent un petit peu plus bas, mais ça reste quand même assez intéressant. Donc, pas mal d'enfants qui ont sifflé plus d'une fois, pas mal d'enfants qui sifflent à exercice, pas mal d'enfants qui ont des symptômes assez sévères. Donc la maladie existe bel et bien, elle n'est pas surévaluée, elle est parfois sous-estimée, mais parfois aussi surévaluée, surtout chez le petit. Et c'est là où je voudrais vous mener pour vous parler un peu du rôle du pédiatre. Bien entendu, le rôle du pédiatre, c'est de reconnaître la maladie, d'en faire le diagnostic, mais c'est aussi, et moi je dirais surtout, d'éliminer les autres diagnostics. D'éliminer les autres diagnostics, notamment quand il s'agit de nourrissons ou de jeunes enfants, tant il y a de ressemblances entre l'asthme et les autres maladies, tant il y a de pathologies qui peuvent donner des symptômes qu'on peut confondre avec l'asthme. Bien sûr, le rôle du pédiatre, une fois que le diagnostic a été posé ou qu'il a posé le diagnostic, c'est d'en évaluer la sévérité, c'est d'assurer le meilleur traitement, et là, bon, on tient compte de plusieurs paramètres, on va en parler rapidement, et c'est de surveiller la maladie, surveiller l'enfant, et d'éduquer la famille et l'enfant. Donc ça, ce sont les rôles principaux. Donc on peut s'arrêter là, mais si on veut aller un peu plus loin, comment faire le diagnostic d'asthme? On connaît tous les symptômes. Ceux de l'adulte se transposent très bien, tout à fait bien au grand enfant et à l'enfant, un peu plus jeune. C'est un peu moins bien au nourrisson qui a des symptômes un peu particuliers. C'est-à-dire que pour avoir de l'asthme, on y pense quand un enfant tousse, quand il siffle, quand ses sifflements et ses toux sont induits par les virus. Donc ça, c'est un facteur dont on n'a pas parlé chez les adultes. Les enfants qui ont des symptômes qui sont déclenchés à l'agitation, à l'émotion, au froid, à l'effort. Ce sont les enfants qui ont des symptômes récidivants ou même parfois chroniques, des symptômes intermittents, les enfants qui toussent la nuit, les enfants qui ont des symptômes à l'exercice ou alors des signes d'examen qui sont évocateurs d'asthme. Donc devant tout ça, un pédiatre peut être amené à penser, à réfléchir pour poser le diagnostic d'asthme. Alors qu'est-ce qui fait que devant ces symptômes, on va penser plus à l'asthme qu'à autre chose? C'est quand les symptômes sont épisodiques, c'est-à-dire quand l'enfant passe des périodes sans problème. Bon, ça va de soi. Quand il y a une histoire familiale, c'est important. Quand il y a de l'eczéma, comme l'a dit notre collègue allergologue tout à l'heure, c'est important de penser à l'asthme. Quand l'enfant répond au traitement anti-asthmatique, ça c'est un critère qu'on utilise souvent, nous, pédiatres, pour affirmer le diagnostic. Souvent, on est en panne d'exploration et de moyens paracliniques, et un des moyens intéressants
qu'on a à notre portée, c'est d'évaluer la réponse au traitement anti-asthmatique et par là aboutir ou, disons, confirmer le diagnostic. Alors, il faut penser à d'autres diagnostics que l'asthme, bien sûr, surtout quand le malade a commencé très très tôt sa maladie. Donc, on se méfie toujours, on doit se méfier, nous pédiatres, des petits-enfants qui ont commencé les premiers jours de vie ou les premiers mois des symptômes respiratoires. Là, pour le coup, ils ne sont probablement, très probablement pas asthmatiques. Les enfants qui vomissent beaucoup, qui font des fausses routes, les enfants qui ont des signes à l'auscultation un petit peu localisés et pas diffus comme on devrait l'avoir, les enfants qui grandissent mal. Il est rare que l'asthme conduise à une mauvaise croissance chez les enfants. Il faut une maladie de très longue durée pour aboutir à ça. Par contre, d'autres pathologies bronchiques chroniques ou systémiques peuvent mimer l'asthme et entraîner des problèmes de croissance, ou alors quand les symptômes sont réellement chroniques sans intervalle libre. C'est très important. Donc, le diagnostic est soupçonné à l'interrogatoire, et là, je rejoins le premier orateur de cette session qui a parlé de l'interrogatoire à 3 reprises. C'est extrêmement important. Donc, l'histoire de ce que nous racontent les parents, et parfois l'enfant quand il peut s'exprimer, ou quand il sait s'exprimer correctement, les difficultés respiratoires, les sifflements, et surtout la toux. On insiste beaucoup sur ce symptôme chez l'enfant, bien que non spécifique. C'est un symptôme qui est constant chez l'asthmatique. Les symptômes d'examen, il faut aussi avoir la chance, entre guillemets, de tomber sur l'enfant en crise pour savoir qu'il y a des symptômes. S'il vient chez le médecin, chez le pédiatre, alors qu'il est entre 2 crises d'asthme ou 2 crises de dyspnée, on peut ne pas avoir de symptômes à l'examen. Et puis, le diagnostic repose aussi, en 3e lieu, sur la paraclinique ou le laboratoire, par la mesure du NO expiré. Bon, ça, il y a des points d'interrogation sur ce point-là, chez les enfants surtout. Par la spirométrie, avec les limitations qu'a la spirométrie chez les petits-enfants. Et il faut aussi, surtout, après avoir pensé à l'asthme et bien établi le diagnostic, encore une fois, être sûr que ce n'est pas autre chose que de l'asthme. Alors, quels sont les autres diagnostics possibles? Devant les symptômes que j'ai évoqués, l'asthme, en dehors de l'asthme, il y a les malformations congénitales ou les anomalies congénitales. Plus l'enfant est jeune, plus il faudra y penser. Beaucoup de malformations peuvent mimer l'asthme, que ce soit des malformations kystiques, des malformations vasculaires qui compriment l'arbre trachéobronchique. La dysplasie bronchopulmonaire, cette fameuse maladie de l'ancien prématuré. La mucoviscidose, que nous devons diagnostiquer, nous pédiatres, pour la reconnaître le plus tôt possible et la traiter pour la rendre la moins morbide possible. Le reflux gastro-œsophagien, qui ne doit pas être confondu à l'asthme, ni mélangé à l'asthme, ni trop souvent imputé comme cause de l'asthme. La pneumonie d'inhalation ou les inhalations chez les enfants, surtout ceux qui portent des problèmes neurologiques chroniques, les infirmoteurs cérébraux, etc. L'inhalation de corps étrangers, nous les pédiatres, on a l'obligation d'y penser quand on a des symptômes respiratoires récidivants ou traînants. Les problèmes cardiaques, la sinusite, la bronchiolite aiguë, et c'est ça le grand problème, la confusion entre bronchiolite et asthme, surtout quand il s'agit d'un petit enfant, la coqueluche, la tuberculose, les déficits immunitaires. Donc vous voyez, ce sont des diagnostics pour certains qui sont relativement propres à l'enfant, pour d'autres qui sont aussi communs au diagnostic différentiel de l'adulte. Donc là, il faut avoir des symptômes, il faut avoir une obstruction pour parler d'asthme, et il faut que cette obstruction soit réversible. Ça, c'est la définition qui vaut chez tout le monde. Alors ça, c'est ce que est l'asthme. Ce que n'est pas l'asthme n'est pas une inflammation uniquement, même si on l'a répété souvent, ce n'est pas seulement de l'inflammation, c'est beaucoup de choses aussi en dehors de l'inflammation, c'est aussi un rôle de virus, un rôle d'allergène, bien entendu. L'asthme n'est pas uniquement de l'atopie, c'est beaucoup de choses mélangées chez les enfants. L'asthme n'est pas un remodelage, toujours un remodelage de voies respiratoires. L'asthme n'est pas toujours ce que prétend être le médecin traitant. Ce n'est pas toujours de l'asthme. Et l'asthme n'est surtout pas une déficience en corticoïdes, c'est-à-dire que, autrement dit, il ne faut pas penser à traiter par corticoïdes tous les enfants qui ont de l'asthme. Il faut sérier les malades et essayer d'établir ceux qui en ont réellement besoin. Donc il faut toujours voir s'il s'agit réellement de sifflement quand on s'intéresse à un enfant qui a des symptômes respiratoires. Il faut voir s'il n'y a pas de symptômes respiratoires supérieurs qui sont prédominants et qu'on peut confondre avec de l'asthme. Si les symptômes n'ont pas commencé trop tôt, s'ils ne commencent pas brutalement, et là il faut bien entendu penser aux autres diagnostics. Si la toux n'est pas souvent grasse, alors que la toux de l'asthme n'est pas toujours grasse, notamment au début. S'il n'y a pas d'aggravation avec les repas, s'il n'y a pas d'autres symptômes associés, s'il n'y a pas de problème au niveau du sommeil. Et ça, pour cette diapo, je ne vais pas aller dans le détail, c'est pour vous dire combien est faible la corrélation entre ce que signalent les parents, ce que présente réellement l'enfant, ce que signale le médecin ou l'infirmière qui surveille le malade. Donc, il n'y a pas toujours de bonne concordance
ne serait-ce que pour la terminologie de sifflement, tout le monde n'est pas d'accord, tous les acteurs autour de cet enfant ne sont pas d'accord sur qu'est-ce qu'il faut appeler sibilant ou sifflement ou wheezing et qu'est-ce qui ne l'est pas. Vous montrer quelques petits exemples de situations qui peuvent mimer l'asthme. Vous voyez donc cet enfant qui a 15 mois, qui est arrivé avec une toux récidivante et des symptômes de sifflement à répétition qui ne s'amélioraient pas avec des traitements anti-asthmatiques. Si vous regardez sa radio du thorax, donc vous avez donc des images bronchiques bilatérales. Et si vous regardez de très près, et ça, on invite souvent les médecins, les pédiatres surtout à regarder de très près la radio et de bien détailler. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Le pointeur ne va pas, mais bon, je vais vous montrer avec la souris. Il y a quelque chose comme une certaine petite opacité ici au niveau du médiastin. Et au scanner, je ne sais pas si on voit bien ici, voilà, on voit qu'il y a une anomalie là en rétrocardiaque. En fait, il s'agissait chez cet enfant d'un corps étranger œsophagien qui comprimait la trachée et qui donnait des symptômes qui ont été longtemps confondus avec un asthme sévère, donc une erreur de diagnostic qui a fait perdre du temps à l'enfant et à ses parents. Rapidement des images de ce qui peut ressembler à l'asthme. Donc, vous connaissez tous très bien, et il n'est pas inutile de rappeler qu'un enfant qui a une radio anormale n'est pas un asthmatique. Quand on a une asymétrie de transparence, il faut penser au corps étranger chez l'enfant. Il peut être dans la bronche, il peut être dans l'œsophage. Donc, dans les deux cas, ça peut se répercuter sur les voies respiratoires. Les malformations congénitales, j'y reviens, c'est relativement fréquent, on n'y pense pas souvent. Le diagnostic doit être évoqué et posé, disons, on peut avoir une idée de ce qui peut se passer sur la trachée en regardant l'œsophage, sur un cliché, une opacification de l'œsophage. On peut le confirmer par bronchoscopie, bien sûr, mais aussi avec les nouvelles techniques d'imagerie et de reconstruction d'imagerie en scanner, on peut avoir de belles images de double arc aortique comme ici, avec le retentissement sur la trachée. D'autres malformations du type fistule trachéo-œsophagienne peuvent donner des symptômes respiratoires à répétition, plutôt chroniques que récidivants, mais quand même, ça peut être assez source de confusion. Et là, pour le coup, le diagnostic est, ici, il est posé au TOGD, mais là, il est posé à la bronchoscopie. Une grosse fistule, toutes ne sont pas aussi grosses. Hein. Encore une pathologie qui peut ressembler à l'asthme. Tout malade, je rappelle, tout malade qui a une anomalie focale doit être exploré pour autre chose que l'asthme. Ici, il s'agit de dyskinésie ciliaire primitive. Le cliché n'est pas inversé. C'est le malade qui a une dextrocardie ou un situs inversus. Celui-là n'en a pas, mais il a quand même une pathologie ciliaire qui est confirmée par une étude en microscopie à balayage ou microscopie électronique pour regarder l'ultrastructure des cils. 2 minutes. 2 minutes. Alors, pour l'examen clinique, il faut toujours regarder tout l'enfant, de A à Z, de haut en bas, regarder tout ce qui peut faire penser à l'asthme et à autre chose que l'asthme et se méfier de ces symptômes-là que sont l'hypocratisme digital. C'est exceptionnel dans l'asthme. La polypose nasale, exceptionnelle dans l'asthme. Donc, pensez aux autres maladies quand vous avez ça chez les enfants. Mais pour les voir, il faut les chercher. Une fois que l'enfant a ces symptômes, qu'on a éliminé tout, on va essayer de le classer dans quelle catégorie d'asthme il a. Le professeur Didier, je crois, qui a parlé tout à l'heure, a parlé de différents phénotypes. Chez les enfants, on a différents phénotypes d'asthme. On a des enfants qui ont des symptômes qui ressemblent à l'asthme, mais qui s'en embarrassent tout seuls. Ce sont en général des enfants qui sont nés plus petits, avec des petites voies respiratoires. D'autres qui ont des symptômes d'asthme, mais qui n'ont ces symptômes que quand ils ont des virus. Et enfin, ceux qui ont des symptômes d'asthme avec virus ou sans virus, surtout quand ils ont une hérédité d'allergie. Et ce sont les vrais asthmatiques que vous, médecins d'adultes, voyez plus que les autres. Mais nous, on est obligés, en tant que pédiatre, de s'intéresser aussi aux autres catégories, c'est-à-dire les tout-petits qui sifflent très peu au début, pendant quelques mois, quelques années, et qui guérissent. Cela, il faut qu'on fasse attention à ne pas les confondre avec les autres, à ne pas les traiter de manière outrancière avec des traitements qui peuvent avoir des effets secondaires. Tout cela me mène à vous dire que pour poser un diagnostic d'asthme chez le petit, c'est difficile. En général, pour savoir si cet asthme va durer, et ce sont ces enfants-là qui nous intéressent parce que ce sont ceux-là pour lesquels on veut préserver une fonction respiratoire, il faut compter les épisodes qu'ils ont présentés et voir s'il y a des critères majeurs ou mineurs d'asthme, c'est-à-dire des parents asthmatiques, une autre pathologie allergique ou des critères mineurs du type éosinophilie. L'asthme commence très tôt, regardez sur cette diapo, très tôt, hein, et c'est là qu'il faut intervenir pour avoir les meilleurs effets. Une fois que le diagnostic est fait, il faut essayer de voir s'il n'y a pas des facteurs de comorbidité. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, on en a parlé. Et puis, il faut essayer d'évaluer la sévérité de cette maladie en tenant compte des symptômes, en voyant surtout la fonction respiratoire. Quand on peut le faire, chez l'enfant qui est en âge de faire une bonne spirométrie, il faut le faire, il faut la répéter pour bien surveiller le malade.
Et à partir de là, on va classer le malade en différents stades de sévérité. Il y a la classification à 4 degrés, à 5 degrés, à 6 degrés. Tout dépend des pays qui ont fait les classifications. Et une fois que le malade est classé, il va recevoir le traitement adéquat. Alors, le traitement adéquat, il doit être choisi en concertation, il doit être surveillé et il doit être, bien entendu, modifié au fur et à mesure. Il ne faut pas hésiter à utiliser des traitements efficaces, même si ça s'appelle corticoïdes inhalés. Les corticoïdes inhalés ne sont plus aussi effrayants qu'ils ne l'étaient auparavant, à condition de bien les surveiller. Alors, qu'est-ce qu'il faut surveiller? Les symptômes de l'enfant. Le peak flow à domicile pour les asthmes, c'est relativement sévère, je dirais modéré à sévère. Il faut surveiller l'environnement de l'enfant, il faut être sûr qu'il prend bien le médicament. Et c'est très difficile, même chez l'adulte déjà c'est difficile, chez l'enfant encore plus. Il faut voir s'il y a une bonne compliance au traitement. Il faut voir combien cet enfant a besoin de bronchodilatateurs pour encore plus évaluer la sévérité. Il faut voir si ces médicaments donnent des effets secondaires, parce que les enfants et les adultes, quand ils ont des effets secondaires, ils arrêtent le traitement. Et là, on retombe dans le mauvais contrôle de la maladie. Il faut voir s'il n'y a pas des problèmes qui se passent. Il faut s'interroger tout le temps, les parents et la famille, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière visite, pour voir si le malade continue à aller bien ou s'il s'est passé un problème, mesurer la fonction respiratoire, s'intéresser à la croissance de l'enfant, surtout chez les asthmatiques sévères, surtout chez ceux qui sont sous corticothérapie. Pour avoir un bon succès dans la prise en charge du malade, il faut bien informer, bien éduquer et bien discuter, dialoguer avec le patient et sa famille. Expliquer la maladie, expliquer les facteurs prédisposants après avoir fait un diagnostic, bien sûr, expliquer les traitements, les différentes possibilités, choisir avec eux la meilleure façon, le meilleur dispositif qui leur convient. J'ai terminé. Il faut aussi leur expliquer comment surveiller l'enfant à domicile et il faut lui donner un plan d'action. Je n'ai pas beaucoup entendu parler de plan d'action chez les adultes. Chez les enfants, on aime ça, on veut ça, on réclame ça et on essaye d'instaurer le plan d'action et peut-être même, si on est chanceux, le carnet de santé de l'asthmatique. Alors, qui intervient dans la prise en charge de l'asthmatique enfant? Bien sûr, le pédiatre généraliste, le pédiatre spécialiste pneumologue, parce qu'il peut confirmer, mieux diagnostiquer la maladie et éliminer les autres diagnostics. L'éducateur de l'asthme, l'infirmière ou l'éducateur de l'asthme a un rôle important. L'allergologue, bien entendu, on en a parlé, et le pneumologue qui va aussi prendre la relève dans les années à venir, le pneumologue d'adulte, et qui va nous aider, nous pédiatres, qui ne savons pas faire les fonctions respiratoires. Je vous remercie.